Tout simplement pour débuter, pourriez-vous vous présenter le lieu où on se situe? Alors, Marie-Pierre, Gilles, qui est bouquiniste dans le centre Bourges, on appelle le Bourges traditionnel. C'est un quartier paisible, mais très riche en histoire. Par exemple, la rue Bourbonnoux s'appelait précédemment la rue des Bonnets Rouges. Dans cette bouquinerie, c'est ça. bouquinerie, on se sent rassuré. Là, je me sens dans mon élément. Et alors, Marie-Pierre, qui gère cette bouquinerie là, est très passionnée par ce qu'elle fait. Et à la suite de son père, elle a pu stocker des milliers de bouquins dans cette bouquinerie. Et c'est extraordinaire, c'est chaleureux, c'est vivant. Ça s'appelle le passage, mais c'est pour les gens qui sont passage. C'est exactement ça. L'idée, c'est de faire passer le livre de génération en génération, de ne pas oublier ce qui a été beau autrefois et d'en faire table rase, de mélanger les genres. Il faut qu'il y en ait aussi pour tous les goûts, toutes les envies, toutes les humeurs. Des moments où on a envie de choses légères en lecture, il y a des moments où on a envie de choses plus pointues. C'est un lieu de culture. Tu disais que c'était un lieu vivant, alors oui, c'est un lieu vivant ô combien, puisque même si je vends des livres d'occasion, je vends pas de neuf, mais j'ai tout le temps du neuf dans l'ancien, comme on dit dans notre profession. Je rentre des choses tout le temps, je peux malheureusement pas pousser les murs. Ça vit en permanence, un métier où on peut pas s'ennuyer, parce que le monde du livre est infini évidemment, et puis parce que j'apprends aussi beaucoup auprès de mes clients. Ça, c'est passionnant parce que j'ai des clients qui vont être passionnés par tel ou tel sujet, tel autre, qui ne seraient pas forcément des sujets qui sont les miens, mais qui vont m'apprendre des choses, et ça, c'est extraordinaire. Et puis c'est un lieu aussi où j'ai quelques fiertés de voir des gens qui n'osent pas rentrer dans le monde du livre, parce que, comme pour le théâtre ou la musique classique, ils vont penser que ce n'est pas pour eux, que c'est pour une élite. Et c'est aussi pour ça que dehors, j'ai toujours des livres à petit prix pour des gens qui ne sont pas forcément à la lecture au départ. Et j'ai des gens qui ont commencé comme ça, en prenant des poches dehors, du polar, de l'ASF, et qui maintenant sont devenus des clients de mon rayon philo. Et ça, c'est une sacrée fierté, parce que ça permet, comme c'est un lieu qui est accessible, je l'espère, aux gens, je suis pas derrière eux, je les laisse, je peux les conseiller, mais je les laisse aussi se perdre dans mes rayons, et je crois qu'ils se sentent assez à l'aise avec ça. Du coup, ça leur permet de casser cette espèce de mur de plafond de verre qui voudrait qu'on n'a pas le droit à la culture ou à la lecture si on n'a pas eu le cursus scolaire qui va bien, ou les parents qui nous ont amenés au livre facilement. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir amener la lecture pour chacun, et aussi pour que tout le monde puisse y accéder à cette lecture, avoir des prix qui commencent vraiment à tout petit prix. Et puis après, je peux avoir des choses plus précieuses, parce que anciennes, parce que plus rares. Et puis je fais aussi je vends aussi des petits bibelots, parce que je trouve que ça va bien avec mon univers. Et puis des vinyles, parce que la musique, c'est aussi quelque chose qui m'importe. Et c'est un monde très particulier. Chaque bouquinerie va ressembler au bouquiniste qui l'offre à voir. Donc c'est vraiment, ce sont des lieux uniques. On bataille, ce sont des lieux qui sont un peu en voie de disparition, mais c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Alors dans ce quartier, c'est assez évident qu'il y ait bouquinistes. J'ai des collègues qui ont pris leur retraite il y a un peu plus d'1 an, mais c'est un quartier, je dirais même une rue, la rue Bourbonnoux, c'est une rue d'artisans, donc et d'indépendants, et de commerces indépendants. Et ça crée une ambiance qui est très particulière. C'est une rue qui est étroite, où il y a donc ces commerces indépendants qu'on ne verra pas ailleurs. Et puis, comme elle est étroite, c'est une rue où tous les riverains se connaissent, vivent ensemble, sans être intrusifs les uns vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. J'espère en prendre soin. Et justement, quel est l'historique de cette bouquinerie depuis sa création dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, j'avais un
père que beaucoup ont connu, puisqu'il a eu 4 ou 5 commerces dans la rue. Il y a plus de 20 ans, il s'est arrêté sur le monde du livre, enfin. Et puis j'ai travaillé avec lui, et puis on a monté ensuite chacun sa bouquinerie. Et puis de l'autre côté, j'ai une maman qui était une lectrice incroyable, elle ne dormait pas, elle lisait. Et donc c'est un univers qui m'est familier, le livre. J'ai baigné dedans, et puis c'est du coup voilà, la bouquinerie Passage est ancrée dans la rue depuis plus de 25 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est mienne. Là au mois de septembre, ça a fait 20 ans. Puis c'est un patrimoine infini et qu'on ne peut pas perdre. Et puis il y a aussi un rapport au temps. C'est ce que me disent les touristes, entre autres. Quand ils arrivent dans une bouquinerie, entre autres dans la mienne, il y a une petite parenthèse, le temps ralentit. On est dans un temps... On se sent plutôt. Voilà, on est dans un temps d'immédiat, de vitesse. Après, le tout, c'est d'oser entrer. Il faut oser rentrer. Il y a des gens qui vont pas oser. Pour cette histoire que je disais de la culture, c'est peut-être pour les autres et pas pour moi. Et puis la quantité peut impressionner. Alors la quantité... Et même peut-être l'idée de trouver ce type de magasin ou de boutique à proximité. Voilà. Proximité, c'est obligatoire. Enfin, il faut... Il y en a de moins en moins. Nous avons la chance quand même à Bourges d'avoir encore pas mal de bouquinistes. Ce qui est une richesse et ce qui est un truc incroyable. C'est-à-dire que pour une ville de la taille de Bourges, nous sommes quand même en tout une dizaine de bouquinistes. Alors, maintenant, j'ai des confrères qui prennent leur retraite, et pourtant les bouquinistes prennent leur retraite très très tardivement. Ils ont de la lecture. Ils ont de la lecture, mais il faut... Donc nous sommes plusieurs en boutique. Nous sommes aussi... il y a aussi les bouquinistes du marché du samedi qui sont là quand même toute l'année. Ça aussi, c'est quelque chose de très riche. Et puis il y a la brocante mensuelle de Bourges, où il y a des organisés par des bouquinistes. Donc ça, c'est quelque chose de très riche. Et comme nous sommes partis sur le chemin de Bourges, capitale européenne pour 2028, il faut absolument que cette richesse de bouquinistes soit mise en exergue, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des métiers où la concurrence n'est pas bonne. Chez les bouquinistes, les amateurs de livres vont faire le tour des bouquinistes, et ça du coup c'est quelque chose là encore de très riche. C'est-à-dire que ma consoeur de la rue d'Oron m'envoie des gens, elle m'envoie des gens comme moi je vais lui envoyer des gens. De la même façon, si des touristes viennent un samedi, je vais leur dire allez voir les bouquinistes du samedi. Ça c'est quelque chose, c'est une profession où la concurrence n'est pas néfaste, au contraire, c'est complémentaire. Et notre sujet, qui est le livre, est tellement un sujet infini qu'il n'y a pas de mauvaise concurrence entre nous, quoi. Et les touristes sont très très heureux de voir ça, de voir que j'ai des gens qui, encore cet été, j'ai des gens qui m'ont dit nous sommes venus il y a 6 ans et nous espérions que vous soyez encore là. Donc il y a des touristes qui viennent parce que il y a des propositions de livres à Bourges. Il y a aussi des jeunes gens qui se mettent à découvrir le livre. Le fait qu'il y ait eu Harry Potter a mis une génération de jeunes gens à la lecture, c'est fantastique. Il y a les mangas, j'ai pas de mépris pour le manga, c'est pas de la sous-littérature. Le roman graphique, ce n'est pas de la sous-littérature, ce sont des entrées à la lecture, et tout ça c'est très important pour des jeunes gens. Et puis, nous sommes dans un moment où, aussi pour des raisons peut-être enfin d'éveil par rapport à l'écologie, et puis par rapport peut-être d'éveil par rapport à un capitalisme galopant, les jeunes gens n'ont pas de mal à acheter de l'occasion. Alors maintenant, on dit seconde main, ce qui fait que des jeunes gens vont s'intéresser à un livre ancien, même s'il ne vient pas d'être édité, ce n'est pas un problème. Et puis il y a le rapport aussi à l'objet, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont beaux, et avoir quelque chose de beau sur lequel on peut
revenir, qui peut nous On accompagner, butine. on butine. Picor. Ben, c'est exactement D'accord. ça. Mais c'est vraiment Il y a une... un rapport physique. Ah oui, il y a un rapport physique et c'est une nourriture et terrestre et peut-être même céleste. Hein. C'est cosmique. C'est cosmique. C'est assez étonnant le livre. C'est très important pour tout le monde de s'accrocher à des choses qui sont belles. Le livre, voilà, c'est aussi... Il y a un côté révolutionnaire. Oui, aujourd'hui, il y a un côté révolutionnaire. D'essayer de s'émanciper de toutes les pressions qu'on peut recevoir quotidiennement. Et c'est un moment de liberté. C'est un moment de d'évasion. liberté. C'est un moment seul et en même temps avec l'auteur, Oui, mais c'est une bulle. Et puis on va chercher soi-même l'information, la culture, la connaissance et en s'émancipant des dictats qu'on va avoir par les médias, par les réseaux sociaux. Nombre de gens se souviennent de poésie qu'ils ont appris quand ils étaient enfants dans un livre. Nombre de gens vont avoir besoin d'une lecture particulière au moment d'un deuil ou au moment de vacances. C'est quelque chose qui accompagne les gens tout au long de leur vie. Après, il faut être très très libre et à l'aise par rapport à la lecture, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas aimer un bouquin, on a le droit de le poser, on a le droit de le prendre au milieu, on a le droit de commencer par la fin. Il faut se sentir à l'aise par rapport à la lecture. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas eu une approche facile au départ parce que la lecture c'était la contrainte de l'école, du collège, la lecture obligatoire, etc. Et que c'était pas leur tasse de thé à l'époque. Et puis finalement, une fois adultes, ils vont s'y mettre. C'est ça aussi qui est chouette, c'est que on peut ne pas aimer le roman, mais on va être passionné par des essais. On peut ne pas être un grand lecteur. Quand quelqu'un arrive à la boutique et me demande un conseil de lecture, pour moi, là, pour le coup, c'est quelque chose de très, très compliqué. Mais c'est quelque chose de très personnel. c'est intime. C'est intime. On est vraiment, je conseille souvent des livres de poésie pour commencer. Ça va emmener les gens. Ça te transporte. Ça transporte. Moi, j'aime beaucoup, je suis très, très fan de Prévert. J'aime beaucoup Vian. J'aime aussi, voilà, ces gens qui, sous couvert de poésie, disent des choses graves, extraordinaires et profondes. J'aime ce qui est un peu aigre-doux. Tout ça pour dire que voilà, la lecture, c'est un monde sans fin et qui nous nourrit en permanence. Les gens aiment découvrir, aiment connaître, aiment apprendre et c'est important de se dire toujours que même à des gens qui n'auraient pas un cursus qui les aurait amenés à une culture générale dite classique, ben ces gens-là ont le droit et ont le droit au meilleur. Et je suis un peu fâchée aujourd'hui de voir des propositions idiotes, sottes, comme si le peuple voulait ça. Ben non. Le peuple, il aime, en plus ce mot, la population, le peuple, les Français, enfin, c'est très vaste, ça veut rien dire. Les gens peuvent être émus devant des œuvres d'art, peuvent être émus devant un texte, peuvent être émus. On se doit de tirer vers le haut, d'offrir du beau, d'offrir des choses intelligentes dans un monde Qui tire vers le bas, malheureusement. Ouais. Voilà. Qu'écouter les politiques actuelles, le gouvernement actuel, et ça tire vers le bas. Il faut offrir des choses mondiales. Et que la culture doit être gratuite et simple, facile d'accessibilité. Le principe des systèmes totalitaires, c'est qu'ils veulent soustraire le peuple à l'accès à de la culture. Parce que la culture, c'est la liberté. Et les systèmes totalitaires censurent des livres, contrôlent les lecteurs. Ah bah oui. Et qu'à regarder les manuels d'histoire, hein, les manuels d'histoire sont réécrits régulièrement en fonction des gouvernements. Il n'y a pas vraiment de manuel d'histoire qui est plutôt neutre au niveau de notre histoire de France. Là, il y a deux choses sur le manuel d'histoire. On réécrit l'histoire et puis aussi parce que chaque ministre de l'Éducation nationale doit laisser sa patte. Mais faut arrêter ça aussi. Il faut quand quelque chose fonctionne bien, on n'est pas obligé de le transformer pour dire que on est passé par là et qu'on l'a transformé. Enfin, Par exemple, ça, c'est un très bon livre d'histoire. Ben oui. Ça remet dans le contexte du XVIIIe siècle.
C'est 19e. Est-ce que tu peux rappeler le nom parce qu'on ne le voit pas trop? Le petit Napoléon. voilà de Hugo. Napoléon. Mais là aussi, tu parlais de liberté, et c'est la liberté et qu'on doit absolument chérir et défendre. Et puis, si les gens ne lisent pas ou n'ont pas accès à la peinture ou n'ont pas accès à la sculpture, à la musique, ou ont accès qu'à à la même chose, ça fait qu'ils ne vont pas penser. Et puis, des gens qui pensent pas, c'est reposant pour certains. Mes clients vont débattre entre eux. C'est assez amusant de voir des gens tout d'un coup, moi je sais que tel client qui arrive est plutôt d'extrême gauche, et que j'ai dans les rayons quelqu'un qui est plutôt vieille France. Et ces gens-là, dans le cadre de ma boutique, vont discuter. Toi, depuis le début de cet entretien, Gilles, tu tiens un livre rouge Oui. entre les mains. Pourrais-tu le présenter? C'est un très beau livre qui est illustré par, déjà en première page, Victor Hugo, Napoléon le Petit. Au cours de ces pages-là, on découvre bien sûr l'écriture de Napoléon, de Victor Hugo, je veux dire, qui est une écriture très chargée, très méticuleuse, très horlogère. Et on se laisse prendre par le texte. Il y a un rythme, il y a une danse d'écriture. Alors il décrit vraiment ce Napoléon-là qu'il détestait parce que il a été parjure. Il avait juré d'être au service du peuple dans un cadre républicain. Et Napoléon le Petit, là, a fait un coup d'État et il est devenu subitement un empereur totalitaire. Et justement, Victor Hugo décrit très bien tous ces événements historiques là qui se sont déroulés dans les années 1800. Ce qui est assez dingue, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est que les gens, à mon avis, ça doit être le fait de ne plus prendre le temps d'être curieux ou de se renseigner, c'est qu'on a l'impression que l'histoire se répète. On est assez proche d'une troisième guerre mondiale, c'est ça qui est dingue, alors que elle serait évitée même. Pour moi, pour être bref, c'est le pognon qui commande. Hein. Victor Hugo, il décrit la lâcheté de Napoléon III, de son parjure par rapport au Parlement de l'époque, et il s'est approprié le pouvoir. Personnellement, il a dit, c'est moi le patron, je décide les destinées de la France. T'es sûr qu'il s'appelle Napoléon III et pas Macron, ce gars-là? Parce que ça rappelle quand même des choses qui se déroulent actuellement, c'est ça qui est dingue. Je n'irai pas jusque-là. Mais presque. Hein. Il a supprimé la liberté de la presse, On n'en est pas très loin quand même là actuellement. C'était un peu comme Poutine actuellement, quoi. Là en France, au niveau de la presse, au niveau des médias, ils sont soit entretenus par des milliardaires, subventionnés par l'argent du peuple, mais pour dire ce que le pouvoir a besoin que les gens entendent. Donc, Napoléon III, il a restructuré Paris, il a fait des grandes avenues, des boulevards haussmanniens, il a voulu moderniser le pays, créer un système capitaliste, il a créé la Société Générale, qui existe toujours. Ouais. Donc, tu vois, on fait un pas à la fois de travers entre le présent et le passé. Qui existe toujours, mais qui a régulièrement besoin d'argent et de se faire renflouer, alors que finalement, elle se porte pas si mal depuis si longtemps. Mais bon, c'est ça qui est merveilleux avec le capitalisme moderne. C'est la technopolitique. Donc je recommande ce charmant bouquin qui se lit avec plaisir et qui nous transporte d'une époque récente, en fait, de ce 19e siècle. Et même ici à Bourges, là, il y a eu les arsenaux qui ont été créés par Napoléon III. Et à chaque fois que je passe ce boulevard Laïtol, je pense à lui. Pour rebondir sur ton choix, là, oui. Ça prouve bien qu'il est important et que l'écrivain peut être un acteur de son temps. Un acteur, l'écrivain n'est pas que écrivain dans sa bulle, il est dans son temps, il fait preuve d'acte politique dans le sens premier du mot. Il fait partie de la cité, il fait partie du monde. L'écrivain n'est pas, s'il est isolé au moment de son écriture, il ne l'est pas dans ce qu'il donne au final dans son livre. Il ouvre sur le monde, il voit le monde, il le décrypte, il nous en donne une lecture. Et donc ça, c'est un acteur, c'est pas quelqu'un qui serait seul, qui ne verrait personne. Il en existe. Mais cependant, quand on a à le lire, on nous ouvre sur le monde, on nous ouvre sur la cité, on nous fait réfléchir. C'est l'écrivain qui est
qui est politique. On va avoir des gens comme, je sais pas, Maupassant, Zola, qui vont, eux, être des écrivains que je dirais des écrivains de la sociologie. Même Racine, Molière aussi, on est en plus ancien. Là, on est à nouveau sur la Fontaine. La Fontaine, c'est totalement de la satire, du monde politique et de la cour. Quand on commence dans certains pays, à s'en prendre soit aux écrivains, soit aux humoristes, soit aux journalistes, aux artistes, là, on peut prendre peur pour la démocratie et pour le monde en général. S'il n'y a pas de satire, s'il n'y a pas d'humour, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de critique, s'il n'y a pas de lecture du monde par des acteurs de la culture, il n'y a plus de monde. Il y a juste une proposition fade et feinte de ce qu'on veut nous donner à manger. On peut penser ce qu'on veut d'un tel ou d'un tel. Un écrivain n'a rien à faire en prison. S'il n'y a pas d'offres culturelles, je crois qu'on tue ce qui fait notre humanité. On ne peut pas être des petits soldats à qui on donnerait des miettes je ne peux même pas dire d'une sous-culture parce que c'est même pas de la sous-culture. Donc il faut vraiment défendre ça. Et s'apercevoir que effectivement l'acte culturel d'un peintre nous raconte quelque chose de notre monde, qu'un écrivain nous raconte quelque chose de notre monde et que même quand un écrivain raconte sa propre histoire, en fait ça fait résonance à l'histoire de plein de gens et ça il faut le chérir et vraiment le protéger quoi. C'est alors nous sommes peut-être un peu défaitistes sur le monde actuel, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Hélas. Il y a eu des moments plus graves qu'aujourd'hui, mais il faut toujours être vigilant à ça. Il y a quand même des gens qui se sont battus pour que nous ayons le droit à cette liberté d'expression, à la création. Enfin, liberté d'expression est de plus en plus réduite quand même, parce qu'il suffit de voir les humoristes des années 60, 70, 80, ils pourraient plus dire, maintenant ils pourraient plus du tout dire ça. Hein. Ouais, De Vos, De Proche, Muriel Robin aussi, ça passerait plus. Et tout à fait, les interdits de Coluche aujourd'hui, ça ne passerait plus, alors qu'en même temps on est dans une société où on vénère Coluche, mais on n'oserait plus. Oui, on n'a plus le droit à l'humour noir, au cynisme. Quand on a le droit au graveleux, au grossier. Il y a aussi des sketchs de Bigard qui passent plus non plus aujourd'hui, parce que souvent traiter du féminisme, voilà, il y a des plaintes qui arrivent, voilà. En parlant du féminisme, par exemple, je ne comprends pas le néo-féminisme actuel qui voudrait que on fasse un féminisme sans les hommes et contre les hommes. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Le féminisme, c'est l'humanisme. C'est un sujet délicat, surtout quand on aime les femmes. Voilà. Ce féminisme hystérique. Bah ça, tu vois, dans l'art contemporain, il y en a beaucoup, notamment à Bourges. Hein, ce serait pas le lieu. Castrateur. Détourne, fait peur aux hommes. Oui. Et les femmes, leur seule ressource amoureuse, c'est de devenir lesbiennes. Pourquoi pas après tout? Mais c'est une évolution, c'est pas une évolution, c'est une involution. Parce que de façon très violente, monter les sexes les uns contre les autres. On revient toujours sur diviser. Diviser. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que je sais pas, moi, j'ai une mère qui était très féministe. Et comme beaucoup de femmes de sa génération. Et je me souviens de tabler quand j'étais ado, où tous les copains de ma mère étaient tout autant féministes qu'elle. Et donc un féminisme qui serait la guerre contre l'homme ne peut pas aller. Eh bien justement, pour conclure, auriez-vous un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regarderont la vidéo pour les inciter éventuellement à lire davantage ou à venir oser franchir la porte du passage? Pour les inciter à venir, je les inciterai à regarder la totalité de notre entretien. Je les inciterai à la lecture justement par rapport à un monde un peu compliqué
et parfois un peu virulent, de venir se nourrir et venir chercher des livres pour pouvoir s'échapper un peu de ce monde. J'accueille volontiers tout le monde et puis que les gens normalement se sentent assez à l'aise dans mon lieu, que ma bouquinerie est la mienne évidemment, mais je crois qu'elle est aussi un peu celle de mes clients, donc que ce sont des lieux qui sont rares dans un quartier qui est assez exceptionnel et qui offre à voir de la poésie et un monde infini, quoi. Et puis voilà, il faut être curieux, puis je crois que mon lieu est assez joli. Voilà. Et donc toi, ton mot de la fin, Gilles? Je partage tout ce qui vient d'être dit. Pour clavier son départ de l'Élysée, je dirais au revoir. Au revoir, Giscard à la barre.